Il a pris la tête d'un parti en lambeaux. David Cormand était jusqu'à présent habitué au rôle de l'ombre, militant écologiste de la première heure. Homme de terrain, le voici désormais sous le feu des projecteurs. Bonsoir David Cormand. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez manifesté ces dernières heures à Paris contre ce projet de loi en France qui vise à réformer le code du travail. Alors selon les chiffres des syndicats, 500 000 personnes à travers la France, 100 000 à Paris. Et pour la capitale française, selon la préfecture de police, 27 000. Très franchement, on a le sentiment que c'est plutôt décevant comme mobilisation. Vous savez, cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de mobilisation sociale importante en France, à peu près depuis 10 ans, avec l'histoire du CPE. Et il y a eu une très grosse mobilisation sur Internet, vous en avez entendu parler sans doute, la pétition Loi Travail non merci, plus d'1,1 million personnes qui l'ont signée. Et aujourd'hui, voilà, entre 100 000 et 500 000, c'est toujours le petit jeu des chiffres entre les syndicats et la police. Moi, j'y étais à Paris, je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. En plus, on a une météo qui n'était pas très clémente en France aujourd'hui. Écoutez, moi, mon intuition, c'est qu'il y a une colère qui monte dans notre pays et que la question de la loi travail, quelque part, c'est une goutte d'eau, grosse goutte d'eau supplémentaire par rapport à beaucoup de déceptions vis-à-vis du pouvoir politique en général. Et que donc là, il y a beaucoup de Françaises et de Français qui se mobilisent pour dire stop. Maintenant, on veut des projets qui soient en cohérence non seulement avec ce pourquoi nous avions voté en 2012, mais aussi en cohérence avec les solutions du futur du 21e siècle. Et donc moi je pense que c'est un premier mouvement intéressant qui devrait monter en puissance, mais après la coalition de rejet à laquelle on a assisté aujourd'hui, il faut préparer la coalition de projet. Alors que reprochez-vous au texte El Khomri ? Écoutez, c'est un texte dont on comprend bien ce qu'il casse, ce qu'il détruit, mais on comprend mal ce qu'il veut construire. Ou plutôt on le comprend que trop bien. La logique qui est derrière ce texte, c'est de dire aux Françaises et aux Français, quelque part, vous êtes trop payés, vous êtes trop protégés, et pour pouvoir être concurrentiel, il faut que vous rogniez sur vos droits. Moi, je pense que c'est une logique qui n'est pas la bonne. Parce que si on va dans la concurrence, on va aller la concurrence jusqu'à quand ? Jusqu'au tarif horaire en Chine, je ne sais où. Donc plutôt que de s'appuyer sur la lutte contre le coût du travail, le surcoût du travail, je pense qu'il faut aller plutôt vers la formation et vers l'innovation. Et puis enfin, il y a une notion qui est très importante pour les écologistes et depuis longtemps, c'est de dire que quand vous avez une quantité de travail disponible qui a tendance à diminuer grâce au gain de productivité, il faut partager le travail. Et c'est pourquoi moi je propose la semaine de 32 heures, la semaine de 4 jours, et puis également réfléchir au revenu de base universel. Beaucoup d'observateurs à l'étranger, hors de France comme sur le territoire, disent que la France n'est pas réformable. Qu'est-ce qui pose problème ? Est-ce que c'est le fond ou est-ce que c'est la forme ? Vous savez, je suis souvent très surpris qu'on répète ça. C'est-à-dire qu'on répète à nauséam, oui, les Français ont horreur de se réformer, ils ont horreur de changement. C'est faux. On est un pays dont l'histoire montre que nous avons été très souvent en capacité de transformer profondément la société. Sur le chômage, pourquoi ça ne marche pas ? Mais peut-être parce que ces réformes ne sont pas bonnes. Les Français sont d'accord pour le changement. Mais peut-être qu'ils disent, ce changement-là, qui en fait est un changement très has-been, ça se dit moderne, mais en réalité c'est très archaïque de vouloir faire peser uniquement sur les salariés et les travailleurs le poids des changements qu'on doit faire. Et donc moi je ne crois pas que ce pays est à réformer. Il y a un modèle pour vous, proche de la France, selon vous, pour lutter contre le chômage des jeunes notamment ? Alors je pense qu'il y a, j'en ai parlé, la réduction du temps de travail. Ça se fait d'ailleurs par exemple en Suède, où on est en train d'expérimenter la journée de 6 heures. Et il y a la notion de ce qu'on appelle le flexi-sécurité. Aujourd'hui, on a l'impression plutôt que c'est la flexi-insécurité, c'est la flexi-précarité qu'on veut mettre en œuvre. La flexi-sécurité, c'est possible. C'est de dire aux gens, on fait un deal, vous allez être amené à changer de travail tout au long de votre vie, mais en échange, on vous garantit des formations quand vous n'avez plus d'emploi pour pouvoir accompagner ces changements d'activité liés à la modification profonde du monde du travail avec les gains de productivité, Internet, etc. Vous avez pris récemment, lors du dernier remaniement, la tête d'un parti en grande difficulté, je le disais tout à l'heure, en lambeaux. Vous avez été proche de Cécile Duflot, puis de Jean-Vincent Placé et d'Emmanuel Cos. Ces deux derniers sont entrés au gouvernement. Ça a d'ailleurs surpris pas mal de monde, en tous les cas s'agissant d'Emmanuel Cos, qui d'ailleurs s'est mis en retrait de votre parti. Beaucoup ont du mal à comprendre la ligne politique d'Europe Écologie Les Verts. C'est normal, parce que nous avons eu du mal, depuis 30 ans que l'écologie politique s'est organisée en partie dans notre pays, nous avons beaucoup de mal à tenir une ligne. Pendant la première partie de notre histoire, c'était ce qu'on appelait le ni gauche ni droite, puis ça a été l'ancrage à gauche, qui s'est transformé en ancrage avec le Parti socialiste. Et moi, je plaide pour un troisième temps de l'écologie, qui est l'affirmation de l'écologie politique comme force à part entière, indépendante, libre, et qui intervient plutôt en positif
que exclusivement en contre. Et donc c'est une nouvelle page de l'histoire de l'écologie politique qu'on doit écrire si on veut être entendu, compris et efficace. Dans les années 1990-2000, les Verts faisaient un bon score. Vous avez appartenu aux Verts avant que le parti ne change de nom. Comment expliquez-vous la chute, justement, qu'il s'agisse des élections locales, nationales ou européennes? Vous avez des scores très bas aujourd'hui. En réalité, il n'y a pas de chute. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est une sorte de courbe qui, des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on stabilise les choses. Parce qu'à la fin des années 2000, c'était pas il y a si longtemps. En 2009-2010, nous avions fait de très gros scores. Et même ces derniers temps, à part la présidentielle, on a fait des scores qui sont corrects. Moi, je voudrais qu'on stabilise les scores et l'exposition médiatique d'Europe Écologie Les Verts pour pouvoir exister non pas par à-coup, mais dans la durée, avec un parti qui devra être à vocation majoritaire. Alors vous dites que nous vivons actuellement la bérésina de l'environnement. C'est-à-dire, expliquez-nous. Écoutez, depuis le début du mandat de François Hollande, ça s'est accéléré avec l'arrivée au gouvernement de M. Valls en tant que Premier ministre. Et puis depuis le remaniement, on a l'impression qu'il y a un reniement permanent de l'écologie. Je dirais même quasiment une humiliation de l'écologie. Malgré la COP21. Mais la COP21, c'était un événement international organisé en France. Ce n'était pas une politique menée par la France. D'ailleurs, sur la COP21, moi, je m'interroge entre les beaux discours qui ont été prononcés à cette occasion et les politiques qui sont effectivement menées. Je donnerai comme exemple Notre-Dame-des-Landes, ce projet d'aéroport, pas vraiment utile, on l'a compris, et qui est en contradiction avec les objectifs de la COP21. Prenons la transition énergétique et la question du nucléaire. Il y avait une loi de transition énergétique votée par ce gouvernement-là, qui avait pour ambition de passer de 75 à 50% d'énergie électrique d'origine nucléaire en France, et on voit bien que dans les dernières déclarations de Madame Royal, il y a une volonté de ne pas fermer les vieux réacteurs, et ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis enfin, la loi biodiversité. On est passé à côté de la catastrophe avec la remise en question du principe pollueur-payeur. Moi, ce que je reproche à ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de cohérence sur l'aspect écolo, alors que si on veut changer les choses, il faut s'inscrire dans le long terme, et non pas comme ça par à-coup. Alors, les centrales nucléaires françaises sont dans le collimateur de plusieurs pays européens frontaliers, notamment l'Allemagne et surtout la Suisse. Genève, le canton, mais aussi la ville ont décidé de porter plainte contre risque pour mise en danger de la vie d'autrui, pollution des eaux également. Hier, la ville de Genève a demandé la fermeture pure et simple de cet édifice. Quel est votre avis à ce sujet ? Écoutez, ils ont raison. Le miracle nucléaire à la française est en train de révéler son véritable visage. D'un point de vue économique, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on pensait, et notamment les nouveaux réacteurs type EPR sont extrêmement coûteux, ils produisent une électricité plus chère que l'électricité d'origine renouvelable. Et puis, il y a l'histoire du parc ancien. Il y a la centrale notamment du Bugey, c'est 4 réacteurs. Ces 4 réacteurs, ils ont entre 34 et 36 ans de mémoire. Et donc, au bout de 40 ans, en principe, ces réacteurs doivent s'arrêter. Et là, ce qu'annonce Ségolène Royal, et ce qu'elle demande notamment à EDF, et à l'Agence de sécurité nucléaire, c'est de pouvoir prolonger ces réacteurs de 10 ans, voire 20 ans. Pour rentabiliser les coûts. Oui, pour rentabiliser les coûts. Le problème, c'est que la durée de vie prévue de ces réacteurs, c'était pas au-delà de 40 ans. Et donc, nos voisins, à juste titre, commencent à s'inquiéter en disant « Bien sûr, la France, vous avez le droit d'avoir la politique énergétique que vous voulez, mais attention, si ça met en danger notre sécurité, c'est un problème. Et on sait depuis Tchernobyl que les radiations ne s'arrêtent pas aux frontières. Et donc, que faire alors concrètement ? Que faire concrètement ? Est-ce qu'on ferme ces centrales ? Bien sûr, il y a notamment la question de Fessenheim aussi, l'Allemagne demande Bien cette sûr. fermeture. Je pense qu'il faut, pour faire cette transition dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire passer de 75 à 50%, il faut assumer d'avoir une fermeture. C'est la Cour des comptes qui disait ça. Pour passer de 75 à 50%, c'est entre 17 et 20 réacteurs. Parmi ces 17 à 20 réacteurs, il y a les réacteurs de la centrale de Fessenheim, ce sont les plus anciens, ceux du Bugey qui sont aussi parmi les plus anciens, pour pouvoir petit à petit faire baisser la taille de notre parc nucléaire. C'est une question de coût et c'est aussi une question de sécurité. Quitte à augmenter les tarifs, parce que vous disiez que ce serait moins cher avec l'énergie renouvelable, c'est sans doute pas demain la veille. Le coût de l'électricité en France pour le client est moins cher d'ailleurs. C'est une légende. En réalité, je vous ai parlé des nouveaux réacteurs EPR. Le prix de l'électricité nucléaire des EPR, c'est 120 € le mégawattheure. Pour l'éolien, par exemple, c'est 80 € le mégawattheure. Donc vous voyez qu'il y a une différence de 40 € par mégawattheure. C'est énorme. Et si on fait sur les anciens sites nucléaires, avec les travaux d'aménagement qu'il faut faire dessus, avec le maintien de l'ensemble des réacteurs,
on aurait des coûts qui seraient équivalents, comparables à ceux du renouvelable. Donc il n'y a pas d'avantage économique. Alors revenons à la politique intérieure, si l'on veut dire française, avec Europe Écologie Les Verts. Vous serez demain sur le terrain, puisqu'il y aura bientôt trois législatives partielles, Absolument. 3 candidats avec la seule étiquette Europe Écologie Les Verts. On semble qu'il y a une nouvelle orientation, plus indépendante en tous les cas. Sur la question de la primaire, quel est votre avis? C'est compliqué. À gauche. Oui, c'est compliqué parce que on ne comprend pas c'est quoi le périmètre politique aujourd'hui de cette primaire dite de gauche et écologiste. Nous, ce qu'on dit, c'est que d'abord, l'idée de cet appel à la primaire bouscule le jeu qui était prévu pour 2017. On nous disait, vous n'aurez pas le choix, si vous êtes de gauche ou écolo, c'est soit Hollande, soit Mélenchon. Entre les deux, il n'y a rien. Eh bien si, entre les deux, il y a cet appel à la primaire qui définit un espace politique qui me paraît très intéressant. Parce qu'il est écolo-compatible, c'est une sorte d'écosystème politique très écolo-compatible. Il permet de bousculer la fatalité qui nous était annoncée Manuel en Valls avait fait 2017. 3% à peine, il se retrouve Premier ministre. Certains disent que c'est un peu un écran de fumée et que ce n'est pas forcément un jeu très démocratique au fond de la primaire. Ne soyez pas injuste avec Manuel Valls. Il n'avait pas fait 3%, il avait fait 5,5%, je crois. 5,5. Mais vous savez, François À titre Mitterrand... de comparaison, Arnaud Montebourg a fait 17. C'est ça. Ça Et d'ailleurs, tout le but du mandat de François Hollande a été de liquider petit à petit tous ceux qui avaient été ses concurrents à cette primaire. Est-ce que c'est vraiment démocratique, la primaire, du coup? Moi, je pense que c'est un moyen, d'ailleurs c'était ça à l'époque, c'était pas une vraie primaire, c'était un moyen de sélectionner le candidat socialiste. Donc ça, après, chaque parti fait ce qu'il veut. Après, une idée d'une primaire plus large, ça veut dire se mettre d'accord autour de quoi? Autour de quel projet? Donc moi, je suis pour définir un périmètre de projet avant de définir un périmètre de nom et de casting. Juste si vous aviez François Hollande, le président, en face de vous, ce soir, vous lui direz quoi? Ne te représente pas ou représentez-vous? Je lui dirais, tu as tout raté, arrête. Merci beaucoup d'avoir témoigné dans 64 minutes Le Monde en français. David Cormand, je rappelle que vous êtes le nouveau patron d'Europe Écologie Les Verts en France. Merci à vous. Merci à vous.